Donc, bonjour à tous, merci de participer à ce webinaire qui porte sur un sujet d'actualité. Donc, comme je disais, je suis Cyril Dutreuil, ingénieur prévention au RESTEV, et je vais vous présenter ce webinaire qui a pour objectif de donner des éléments concrets en fait, pour appliquer le décret du 4 avril 2024 qu'il porte sur la traçabilité des agents CMR. Alors, ce webinaire est enregistré, le diaporama sera diffusé aux adhérents inscrits, votre caméra et votre micro est coupé, mais vous pouvez poser vos questions via le chat. Et en fin de webinaire, il est prévu un petit temps en fait, de questions-réponses. Et si je n'ai pas la réponse à votre question, en fait, dans tous les cas, on reviendra vers vous en fait, par mail ultérieurement. Alors, on va voir ensemble d'abord un contexte en fait sur le risque chimique en France pour dresser un petit panorama en fait de l'enjeu du risque chimique en France. Ensuite, je détaillerai le décret du 4 avril 2024 et ensuite on verra comment donc appliquer ce décret via l'application CERICH, outil d'évaluation du risque chimique développé par l'INRS. Et ensuite, on verra, une fois qu'on aura bien identifié ces salariés exposés à ces CMR, comment les déclarer sur le portail adhérent du RESTEV. Alors, concernant le contexte, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, d'après en fait, l'enquête Summer en 2017, on voit qu'il y a quand même 8 millions de salariés qui sont exposés à au moins un produit chimique. Et on compte également un salarié sur 10 exposé à au moins un produit CMR. Donc on voit bien que le risque chimique touche énormément de salariés. Et quand on regarde les principaux agents chimiques cancérogènes identifiés en 2017, on voit en fait que c'est principalement, par exemple, le gaz d'échappement diesel, les fumées de soudage, les travaux entraînant une exposition cutanée aux huiles minérales, les travaux exposant aux poussières de bois, les travaux exposant à la poussière de silice cristalline. Ce qu'on remarque en fait parmi ces principaux agents CMR, c'est qu'il s'agit en fait tous de procédés de travail et non pas en fait de produits chimiques. Donc, quand on veut traiter en fait les produits CMR, déjà première prise de recul, la grande partie en fait des produits CMR sont issus des procédés et non pas des produits chimiques avec des FDS. Voilà. Donc, déjà, ça permet de prendre un peu de recul. Ensuite, concernant donc le décret du 4 avril 2024, ce qu'il faut savoir, c'est que ce nouveau décret a introduit en fait 4 nouveaux articles dans le Code du travail. Dans le titre 1, risque chimique, le chapitre 2, mesures de prévention des risques chimiques, section 2, dispositions particulières au CMR. Et dans cette section 2, il y a eu en fait la création d'une sous-section 7 qui comprend en fait ces 4 nouveaux articles appelés traçabilité de l'exposition des travailleurs. Et donc ce nouveau décret est entré en vigueur le 5 juillet 2024. Alors, pourquoi mettre en place cette traçabilité? Donc, l'objectif avant tout, c'est de mieux structurer, cette traçabilité pour les travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents CMR pour renforcer la protection des travailleurs contre ces agents. Alors, comment? Donc, comment les protéger? Donc, en informant les travailleurs pour les informations qui les concernent personnellement, en informant également les représentants du CSE dans sa version anonymisée et également en informant le service de prévention et de santé au travail, parce que les informations qui sont contenues dans cette liste seront versées dans le dossier médical en santé au travail et cette liste sera conservée par le RESTEV pendant une période d'au moins 40 ans. Et donc, ces éléments qui nous seront communiqués permettront par la suite d'assurer la surveillance post-exposition et post-professionnelle des salariés. Donc, cette liste a une durée de conservation en fait, de 40 ans et cela équivaut en fait, à la même durée de conservation que le document unique d'évaluation des risques professionnels avec ses versions antérieures et également la même durée de conservation que le DMST, donc dossier médical en santé au travail.
Alors, qui rédige et met à jour la liste? Donc, qui la rédige? Donc, c'est bien l'employeur pour ses salariés et également les agences de travail temporaires pour les salariés intérimaires. Bien évidemment, à partir des informations communiquées par l'entreprise utilisatrice. Cela veut dire que l'entreprise utilisatrice est également en fait concernée par cette réglementation parce qu'elle devra en fait communiquer les bonnes informations à l'agence de travail temporaire. À quelle fréquence actualiser la liste? Alors, le décret ne précise pas en fait de fréquence d'actualisation. Cependant, on peut estimer à minima une actualisation tous les ans, comme le DURP. Et donc, je rappelle, le DURP a une mise à jour en fait obligatoire tous les ans pour les entreprises supérieures à 11 salariés et fortement recommandé pour les entreprises inférieures à 11 salariés. Alors, de quel agent chimique parle-t-on? Donc, ce décret en fait concerne les mélanges et les substances CMR de catégorie 1A, 1B, étiquetées selon la classification du CLP. C'est-à-dire en fait les mélanges ou les substances qui vont avoir le pictogramme danger pour la santé, donc l'homme en fait avec une explosion à l'intérieur, associé aux mentions de danger H340, H350 et H360. Alors, j'attire votre attention que ce pictogramme est également utilisé en fait pour d'autres effets, notamment les agents sensibilisants respiratoires, comme par exemple les isocyanates dans certaines colles PU ou peintures PU. Et ce pictogramme est également utilisé pour certains agents toxiques pour un organe cible, comme par exemple le méthanol, qui va avoir une toxicité ciblée sur le nerf optique. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les substances visées, c'est bien les substances et les mélanges où on va avoir ce pictogramme associé donc aux mentions danger. Et cela concerne aussi bien les substances harmonisées au niveau européen que les substances non harmonisées. Donc, un petit rappel, c'est que les substances harmonisées en fait, sont intégrées dans l'annexe 6 du CLP et sont d'application réglementaire, alors que les substances non harmonisées sont évaluées tout simplement par le fournisseur. Et l'idée, c'est que les substances prioritaires, comme les substances CMR, seront prises en compte pour une harmonisation future. Alors, ensuite, on va retrouver les procédés cancérogènes définis par l'arrêté du 26 octobre 2020, qui a ensuite été modifié. Et dans cet arrêté, on va retrouver comme procédés cancérogènes les travaux exposant au HAP dans la suie, le goudron, la fumée, les poussières de bois, le formaldéhyde, la silice cristalline alvéolaire, les huiles minérales qui ont été utilisées dans des moteurs à combustion et également les échappements moteurs diesel. Alors, les mélanges non CMR qui contiennent des substances CMR sont-ils concernés? Alors, la réponse est oui. Il peut y avoir en fait des situations où les substances CMR présentes dans le mélange ne sont pas en concentration suffisante pour classer le mélange CMR. Alors, malgré l'absence de classement de ces mélanges, les travailleurs peuvent toujours être exposés à ces substances, donc selon la quantité, le procédé et les propriétés physico-chimiques. Donc là, dans la diapo, je vous ai reprécisé les seuils à partir desquels une substance, par exemple cancérogène de catégorie 2, si cette substance dans le mélange a une concentration supérieure ou égale à 1%, eh bien à ce moment-là, le mélange va prendre en fait la classification de cancérogène de catégorie 2. Alors, les CMR de catégorie 2 sont-ils également à prendre en compte? Donc, cela concerne donc les substances ou les mélanges qui vont avoir en fait, toujours le même pictogramme, donc danger pour la santé associé aux mentions de danger H341, H351 et H361. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces CMR ne sont pas reconnus comme CMR au niveau de la réglementation du Code du travail. Seuls les CMR de catégorie 1A et 1B ont des règles particulières de prévention qui s'appliquent. Et pour les CMR de catégorie 2, ce sont les règles en fait pour les agents chimiques dangereux qui s'appliquent.
Donc, je vous ai reprécisé là dans la diapo la classification CMR selon le CLP. On retrouve bien la catégorie 1A et 1B pour lesquelles il y a en fait une réglementation spécifique. Par contre, les CMR de catégorie 2, on n'aura pas de réglementation spécifique. Une substance classée CIRC 1 est-elle considérée comme une substance CMR de catégorie 1A, 1B? Alors, la réponse est non, c'est uniquement la classification européenne du CLP qui est réglementaire et non pas celle du CIRC, qui est la classification donc, de l'Organisation mondiale de la santé qui est non réglementaire. Alors, à titre d'exemple, à ce jour, les fumées de soudage sont reconnues CIRC groupe 1 comme agents cancérogènes pour l'homme, mais ne sont pas encore reconnues comme procédés cancérogènes dans le Code du travail. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ANSES, dans son dernier rapport de 2022, a bien précisé qu'il est important d'introduire les fumées de soudage dans les procédés cancérogènes. Et donc, il y a une réglementation qui devrait prochainement sortir pour que ces fumées de soudage soient intégrées dans le Code du travail comme un procédé cancérogène. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Alors, que doit contenir cette liste? La liste, en fait, doit indiquer pour chaque travailleur les substances CMR auxquelles il est susceptible d'être exposé, ainsi que, lorsqu'elles sont connues, les informations sur la nature, la durée et le degré de son exposition. Donc, on voit bien en fait qu'on est au niveau en fait de la notion donc, des substances. Donc, si on est exposé, donc c'est-à-dire des substances comprises dans des mélanges CMR ou des mélanges non CMR, si le résultat de l'évaluation des risques montre quand même qu'on peut être exposé à ces CMR. C'est-à-dire que les informations communiquées en fait dans le décret, quand on regarde en fait les mots qui sont utilisés, le terme de nature, de durée, de degré d'exposition, ça fait directement en fait référence à l'évaluation du risque chimique. Donc, on voit bien que c'est en fonction du résultat de l'évaluation, à ce moment-là, que l'employeur va juger si oui ou non l'opérateur est exposé au mélange ou aux substances dans ces mélanges non CMR. Donc, c'est bien la nouveauté en fait, qu'apporte ce décret, ce n'est pas l'évaluation, mais c'est bien la traçabilité en fait, de l'exposition. Alors, il est important de préciser uniquement les agents, donc mélanges ou substances CMR, exposant l'opérateur sur son poste de travail pour les situations de travail normales ou prévisibles. Donc, les situations de travail accidentelles qui ne sont pas prévisibles ne sont pas attendues. Donc, on voit bien qu'on est dans une logique d'évaluation du risque chimique pour les situations de travail habituelles. Et pour ces situations de travail prévisibles et habituelles, à ce moment-là, on peut évaluer l'exposition et donc savoir si l'opérateur sera potentiellement exposé à ces agents CMR. Et enfin, l'employeur est libre de définir la trame de la liste des travailleurs donc susceptibles d'être exposés à ces CMR. Il n'y a pas dans la réglementation d'outils prédéfinis, donc vous pouvez choisir l'outil que vous souhaitez. Alors là, je vais vous présenter en fait un outil qu'on a créé. Alors, à titre d'exemple, voici l'outil. Donc, c'est un outil en fait sur lequel je me suis inspiré auprès d'un autre service de santé au travail en Saône-et-Loire, hein, le MT71. Et on retrouve en fait dans cette liste le nom de l'entreprise, l'activité de l'entreprise, le nombre de salariés et la date de la fiche. Et ensuite, on va avoir des informations comme par exemple les noms et prénoms des salariés, les postes occupés, les produits ou procédés concernés, et ensuite les substances CMR. Alors, ces 4 premiers items, ce sont quand même des informations obligatoires à préciser à minima. Donc, à minima, préciser les produits et les substances. Et ensuite, les données sur la nature, le degré, la durée ou la prévention en place, là, ce sont des données à préciser si vous avez en fait réalisé l'évaluation du risque chimique. À ce moment-là, vous pourrez compléter la deuxième partie en fait de la liste. Alors, qu'entend-on par la notion de nature? La nature en fait de l'exposition, c'est tout simplement le process, la situation de travail exposante. Le degré de l'exposition,
Eh ben, tout simplement, ça va être lorsqu'on aura démarré son évaluation du risque chimique, par exemple à l'aide de l'outil CERICH, la première étape en fait de la démarche, c'est qu'on va obtenir un score de hiérarchisation des risques potentiels qui va permettre en fait d'identifier les produits chimiques pour lesquels il est important d'évaluer ensuite l'exposition. Et donc, on peut avoir déjà une hiérarchisation des risques potentiels, priorité modérée, priorité forte ou très forte. Et si on est allé jusqu'au bout de la démarche, là, on va avoir un risque résiduel modéré, risque résiduel élevé ou risque résiduel très élevé pour les problématiques en fait, de santé. On peut également rajouter des résultats de mesurage des VLEP. Après, on va avoir la durée de l'exposition en heures, toutes les 2 heures, 4 heures par jour, 6 heures, qu'on peut également rajouter. Et puis, le dernier item, tout simplement, préciser la prévention en place, que ce soit la prévention collective, la ventilation localisée, ventilation générale, ou des EPI type gants, protection respiratoire ou protection oculaire. Alors, maintenant qu'on a vu cet outil, le but, c'est tout simplement comment faire pour remplir cet outil. Alors, donc là, maintenant, je vais vous présenter, à partir de l'outil CERICH, différentes approches. Alors, l'outil CERICH, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, c'est un outil qui a été développé par l'INRS pour faire de l'évaluation du risque chimique. Et donc là, je vais vous proposer en fait 3 approches sans forcément aller jusqu'au bout de l'évaluation. Vous allez voir. La première étape, en fait, grâce à cet outil, on va pouvoir identifier les mélanges et les procédés CMR avec le niveau 1 de CERICH. Donc, c'est la première réponse possible. L'avantage, c'est qu'on c'est rapide de mise en œuvre. On va pouvoir identifier les principaux CMR, que ce soit mélange ou procédé CMR. L'inconvénient, c'est qu'on répond que partiellement à la réglementation, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir identifier les substances qui composent ces mélanges CMR. Et puis, même pour les mélanges qui ne sont pas CMR, on ne pourra pas retrouver les substances CMR. Et également, il n'y a pas de prise en compte des résultats de l'évaluation du risque chimique. Ceci étant dit, déjà commencer par cette première étape, c'est déjà mettre un pas à l'étrier pour avancer dans sa démarche d'évaluation du risque. La deuxième réponse possible, c'est identifier les mélanges, les procédés et les substances CMR. Et donc, pour pouvoir rajouter cette nouvelle donnée, identifier les substances, on va pouvoir le faire à partir du niveau 2 ou 3 dans CERICH. L'avantage, c'est qu'on a un bon rapport qualité-temps. Ça répond à minima à la réglementation, parce qu'on va quand même identifier les mélanges et les substances. Par contre, c'est qu'on ne va pas avoir les résultats de l'évaluation du risque chimique. Donc, on ne va pas pouvoir compléter la deuxième partie de l'outil. Et la troisième réponse possible est là, est qu'on va pouvoir identifier donc, les mélanges, les procédés, les substances CMR et également rapporter les résultats de l'évaluation du risque chimique. Donc là, c'est toujours accessible avec le niveau 2 et 3 de CERICH. L'avantage, c'est que là, on répond complètement à la réglementation car il y a une prise en compte des résultats de l'EVRC. L'inconvénient, c'est que c'est un temps de mise en œuvre beaucoup plus long et qu'il est quand même important d'avoir une ressource interne qui est bien identifiée. Mais pour cela, en fait, vous avez la possibilité de vous faire accompagner par le RESTEV. Alors, on va commencer en fait par la première réponse, donc identification des mélanges et des procédés CMR à partir de CERICH. Donc, je vous présente donc à partir de CERICH, lorsque vous commencez en fait à créer en fait un nouveau fichier, il vous demande tout d'abord de préciser le niveau. Donc ici, vous avez niveau 1, niveau 2, niveau 3. On va commencer en niveau 1. Vous rentrez votre nom, prénom, le numéro en fait du fichier que vous voulez créer et ensuite le chemin où vous voulez enregistrer le fichier CERICH. Je vous invite en fait à renommer en fait ce lien par défaut pour être en capacité en fait de bien retrouver le fichier source pour que vous puissiez en fait ensuite le renvoyer par exemple en fait au technicien en charge de votre secteur pour qu'on puisse analyser plus finement votre saisie. Et ensuite, vous précisez la raison sociale de l'entreprise.
vous faites valider ces informations. À ce moment-là, s'ouvre une nouvelle page. Et donc, une fois que vous avez donc fait l'inventaire de vos produits chimiques de l'entreprise, vous avez supprimé les produits qui n'étaient plus utilisés, et donc vous avez contacté votre fournisseur pour lui demander la dernière version à jour des FDS. Une fois que vous recevez ces FDS à jour, l'idée va être en fait de les saisir dans l'outil. Et donc, la première étape pour les saisir, c'est à partir de l'onglet Gestion des produits et des agents chimiques émis. Vous cliquez, vous avez une nouvelle page où on va avoir les données en fait issues des produits, et ici on va avoir les données issues en fait des procédés. Ce que vous voulez, c'est rajouter un nouveau produit chimique. Vous cliquez sur Ajouter un produit. Et là, soit vous pouvez rajouter un procédé émissif, CMR ou non, ou rajouter en fait une FDS. Donc on va rajouter en fait un produit étiqueté selon le CLP. On va partir en fait d'un exemple. Attendez, l'exemple c'est celui-ci. On va prendre un mélange. Par exemple, ici on a l'accélérateur COP6 et on voit qu'à la rubrique 2 de la FDS, on va retrouver l'intégralité des pictogrammes et des mentions de danger. Donc ici, dans cet exemple, il s'agit d'une FDS qui est étiquetée reprotoxique de catégorie 1A avec la mention de danger H360 FD. Donc, pour ce produit accélérateur, alors on va le faire en live. Vous précisez en fait le nom de ce produit. Et ensuite, l'étape suivante, alors vous précisez quand même la date de la FDS. Alors la date, on la retrouve tout en haut en règle générale. Donc nous ici, on va avoir la date du 24 février 2023. Donc on précise la date, 24 février 2023. Et ensuite, on va venir rechercher cette FDS pour l'incorporer dans l'outil. Donc, on va cliquer sur « Chercher la FDS ». Donc, moi, c'est la FDS que j'ai en PDF, accélérateur COP6. Et là, je l'ai intégré dans l'outil. Alors, ensuite, on va avoir l'onglet « Danger ». Et l'avantage de l'outil Ceris, c'est qu'on va pouvoir analyser la FDS de manière en fait à récupérer automatiquement l'ensemble des mentions de danger. Donc on va le faire en direct. Analyse des dangers. Vous avez une nouvelle page qui s'ouvre. On va se situer en fait sur la page où on va retrouver l'ensemble des pictogrammes et l'ensemble des mentions de danger. On fait analyser. Et on voit en fait tout de suite l'ensemble des mentions que le logiciel a récupérées. Donc on voit quand même que sur la FDS, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mentions de danger. On peut quand même s'assurer que ces 11 mentions de danger ont bien été récupérées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On a également les conseils de prudence qui ont été aussi identifiés par le logiciel. Une fois qu'on a vérifié la cohérence, on clique sur « Check » afin en fait de les incorporer dans le logiciel. On peut faire pareil pour les conseils de prudence. Et à ce moment-là, l'item ajouté à la fiche produit devient opérationnel et on peut cliquer dessus. Donc, à ce moment-là, nous avons l'ensemble des mentions de danger qui réapparaissent, ainsi que les conseils de prudence. Il ne reste plus qu'à rajouter manuellement les pictogrammes. Donc, les pictogrammes, on les retrouve ici, inflammable, le point d'exclamation, le bonhomme en fait qui explose et danger pour l'environnement, que l'on va en fait remettre ici manuellement, point d'exclamation, le bonhomme qui explose, danger pour l'environnement et inflammable. Donc voilà, une fois qu'on a fait cette saisie, lorsqu'on fait terminer, nous avons donc là renseigné un produit, et si on veut savoir si ce produit est bien CMR, l'avantage en fait de Ceris, c'est qu'à partir de l'onglet traçabilité et exploitation en fait des données, on va retrouver directement dans l'onglet
produit CMR si ce produit est bien CMR. Et ici, à partir des différentes catégories, on a soit les CMR 1A, 1B ou les CMR 2. Par défaut, ce sont les CMR 1A qui sont cochés. On retrouve bien en fait l'accélérateur COP6. On peut refaire en fait la même chose par exemple avec un procédé cancérogène ou un procédé non cancérogène. On va par exemple prendre le fait par exemple de poncer une coque polyester, donc poussière en fait de plastique. Donc on peut rentrer par exemple ponçage coque polyester. En faisant terminer, on se rend compte que là, on a bien identifié en fait un nouvel agent CMR, un nouveau procédé, mais que ce procédé, dans l'onglet traçabilité, on ne le retrouve pas ici. C'est normal, en fait, sur le procédé CMR, on n'a uniquement que les produits ou les procédés CMR qui sont identifiés. Je peux refaire pareil avec un procédé, par exemple, CMR, ponçage de poussière de bois. Donc, ponçage, on va dire, aglo. Je fais terminer. Et lorsque je vais retourner en fait dans mon onglet traçabilité, on va se rendre compte que le ponçage aglo apparaît alors que l'autre procédé, lui, n'apparaît pas. J'attire ensuite encore une attention sur ce premier niveau, c'est qu'on se rend compte que les scores santé, incendie et environnement sont grisés sur le produit chimique alors qu'ils sont colorés pour le procédé CMR, tout simplement parce que là, il y a eu le calcul, là, il n'y a pas eu encore le calcul du score de la hiérarchisation des risques potentiels, et pour cela, en fait, il faut préciser une quantité. Donc, je reclique en fait sur la substance, j'ai précisé le danger, je précise en fait la quantité, par exemple, on va prendre une quantité de 100 kg, et lorsque je fais terminer, et bien, tout simplement, là, on commence déjà à avoir une priorité d'action et on voit qu'au niveau santé, on est en rouge, donc ça sera un produit qui sera prioritaire dans l'évaluation. Donc, voilà ce qu'on peut déjà dire en termes de saisie et d'identification des produits CMR à partir en fait, du logiciel C-REACH. Si on résume, il suffit en fait d'identifier l'agent chimique à partir de l'onglet. Ensuite, on va identifier le nom de la substance en renseignant le nom de la FDS. On incorpore automatiquement la FDS. On va faire une analyse automatique de la FDS qui va directement nous permettre de récupérer les mentions de danger et on va saisir manuellement les pictogrammes. Et là, on va obtenir au niveau du menu traçabilité et exploitation de données, directement en fait l'ensemble des CMR qui ont été saisis. Si on précise au niveau en fait, de la consommation la quantité, parce que en fait, le danger de la substance, du mélange plus la quantité va nous donner le risque potentiel. Et à ce moment-là, on va retrouver en fait une couleur au niveau de la traçabilité. Et donc, pour rappel, rouge, c'est très forte priorité pour une évaluation. Orange, forte priorité pour une évaluation. Et vert, priorité modérée pour une évaluation. Donc, voilà déjà la première étape. Ensuite, alors, ce que je peux vous montrer, c'est qu'il est possible de faire un export. Alors, je reviens ici. Une fois qu'on a saisi l'ensemble de nos FDS, on peut exporter les informations. Donc, par exemple, on va marquer allez, test 1. On fait enregistrer. Et là, un export Excel s'ouvre et on va retrouver tous les produits CMR qui ont été saisis avec le score HRP, santé, incendie et environnement. Donc, hop là, pardon. Ce résultat-là, en fait, vous pouvez le retranscrire dans la liste des salariés exposés au CMR. Alors, par exemple, voilà comment ça peut se rendre. Donc, on va avoir le nom et prénom en fait, du salarié. Donc, par exemple, Jean Col. Son poste, il est stratifieur.
Le produit concerné, c'est l'accélérateur COP6. La substance, eh ben, on ne sait pas en fait à quelle substance il est mis parce qu'on n'est pas allé au bout de l'outil. Et ensuite, la nature, ben, si on peut, ben, l'outil en fait ne nous le donne pas, à ce moment-là, il faut le compléter manuellement, mais vous pouvez au moins un minima préciser pour le degré, risque potentiel santé, très forte priorité pour une évaluation. De même pour la durée et la prévention, là, les informations n'ont pas été saisies dans l'outil SERITS, mais vous pouvez les préciser à la main. Donc, on a déjà une première ébauche en fait de cette fiche qui peut être complétée. Alors, maintenant, on va voir comment identifier les mélanges, les procédés et les substances CMR. Alors, pour cela, on reprend toujours en fait notre FDS, on tourne les pages et on va arriver à la rubrique 3 de la FDS. Et là, on va récupérer en fait l'ensemble des substances qui composent ce mélange. Donc nous, là, dans notre mélange, nous avons, sur les 6 substances, nous avons en fait 2 substances qui sont identifiées reprotoxiques 1A. Alors, comment le savoir? C'est assez simple. On regarde les mentions de danger de la substance. Et là, on voit pour le bis 2-éthyl hexanoate de cobalt reprotoxique 1A. Et pour le cobalt 2+ propianate, on voit également le danger en fait, pour la santé avec reprotoxique 1A. Alors, je vais revenir maintenant au niveau de SERITS pour pouvoir saisir les substances. Comment faire? Donc, ce qu'on se rend compte, en fait, c'est qu'au niveau de notre substance, ici, on n'a pas la possibilité de rajouter des substances. Donc là, je suis dans l'onglet « Identification ». Donc, tout simplement, c'est que je vais passer au niveau 2 de SERITS. Donc, je reviens sur les paramètres. Je vais appliquer niveau 2. Tout simplement, donc il est possible en fait de changer en cours d'évaluation. On passe de niveau 1 à 2, 2 à 3. Par contre, si on passe du 2 à 1, on va perdre en fait des informations. Mais dans le sens montant, on ne perd pas d'informations. Je fais terminer. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On va avoir des onglets nouveaux qui vont apparaître. Notamment en fait la gestion des zones. Alors là, c'est un item qui est utile lorsqu'on rentre dans l'évaluation du risque. On va définir en fait le risque au niveau de l'atelier, du poste, de la tâche. Mais nous, on ne va pas rentrer encore dans ce détail-là. On va rester au niveau du mélange et des substances. On revient dans l'icône gestion des produits chimiques émis. On reprend notre mélange accélérateur COP6. Et là, au niveau de l'onglet identification, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est qu'on va avoir un nouvel item en fait, qui apparaît, ajouter des informations de composition. On clique dessus et là, on nous propose en fait l'idée analyser la FDS. Donc, ça veut dire qu'on va avoir une deuxième analyse qui nous est proposée par l'outil SERITS. Donc, on charge, pareil. On va se mettre en fait sur la bonne page pour récupérer les substances. Voilà, on est ici. Donc, pour rappel, dans la FDS, nous avons 6 substances. On va voir ce que le logiciel va identifier. Je fais analyser. Et là, sur les 6 substances, on va retrouver en fait dans les substances qui ont été identifiées dans SERITS en vert, on va retrouver 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on se rend compte que toutes les substances ne sont pas présentes dans la base substance de SERITS. Et là, on va se rendre compte qu'il y a leurs 2 lignes, le numéro CAS 1560-69-6 et le numéro ENEC 216-333-1. Donc en fait, les 2 lignes correspondent en fait au même produit chimique. Alors, ce qu'on va pouvoir déjà faire, c'est dire que ces substances-là identifiées, déjà, on les a retrouvées. Il y a bien du toluène, du xylène. Donc, on peut dire qu'on les check, on les valide. Par contre, concernant cette nouvelle substance, il va falloir la rajouter manuellement. Donc, c'est là le cobalt 2+ propagnate. Et en plus, c'est une substance qui est classée reprotoxique 1A. Donc, on a tout intérêt en fait à la rajouter manuellement pour assurer une bonne traçabilité. Alors, je vais en fait. Alors, ce que vous pouvez faire quand c'est un fichier en fait PDF,
vous pouvez directement en fait copier-coller la bonne l'écriture du mot, comme ça vous n'avez pas à la recopier à la main. Donc cobalt, tac, je la copie ici. Et ensuite, l'information qui est importante, c'est qu'il est absolument indispensable de préciser à minima la catégorie CMR de la substance si vous voulez en fait la retrouver dans l'onglet traçabilité et exploitation des données de l'outil CERICH. Parce que autant les mentions de danger, si vous ne les précisez pas, on va quand même pouvoir retrouver cette substance, mais cet item-là est indispensable. Donc là, on est en présence d'une substance R1A, donc on précise R1A. Et on fait terminer. Et donc, on retrouve bien ici la substance qu'on a incorporée. Par contre, il n'a pas pris en compte les autres substances, donc il va falloir que j'aille refaire une analyse. Je me remets sur la rubrique 3. Je refais analyser. Je fais ajouter. Oui, ajouter la composition. Et terminé. Et voilà. Et donc là, on va retrouver en fait les 5 substances qui ont été identifiées dans CERICH, et là, une substance qu'on a rajoutée manuellement. Et je fais terminer. Donc, en théorie, si je retourne en fait dans l'onglet traçabilité, je dois retrouver en fait l'ensemble de mes substances CMR. Et donc là, sur ce cas-là, on retrouve bien toujours notre mélange CMR, mais on ne retrouve pas l'ensemble des substances qui étaient attendues, parce qu'on avait bien dans la FDS 2 substances, et là, ici, en fait, il n'y en a qu'une qui a été retrouvée. Alors, c'est volontaire, en fait. Là, j'ai pris une situation, une FDS un peu particulière, de manière à ce que vous ayez un regard attentif lors de la saisie, en fait, de l'outil. Le pourquoi du comment, c'est tout simplement, c'est que, je vais vous expliquer, la base CERICH comprend par défaut en fait 7300 substances. Et parmi ces substances, en fait, on a uniquement les substances 1A, 1B ou 2 avec classification harmonisée pour laquelle la catégorie CMR est automatiquement renseignée. Ce que ça veut dire, c'est que là, ici, dans notre situation, on est en présence en fait de 6 substances, dont 2 substances en fait qui ne sont pas réglementairement harmonisées. La première substance non harmonisée, on l'a rajoutée en fait à la main, dans laquelle on a précisé la catégorie CMR. Et l'autre substance, en fait, je retourne en fait dans l'onglet, ajouter des propriétés, je retourne dans la base substance, et l'autre substance, le bis-éthylhexomate de cobalt, qui a été en fait identifié dans CERICH, et bien tout simplement, on n'a pas la catégorie CMR de rempli. Et donc, il faut le refaire encore manuellement. On fait modifier la substance R1A. Voilà. Et on fait terminer. Et à ce moment-là, quand on va en fait dans l'onglet traçabilité, on va retrouver l'ensemble de nos substances. Donc, volontairement, voilà, j'ai voulu prendre un cas particulier. Là, je vais vous le faire très rapidement avec un cas en fait qui est plus classique, parce que quand même, sur la base substance, ou dans laquelle on a quand même 1500 substances harmonisées, on ne doit pas avoir ce cas dans chacune des FDS. Donc, très rapidement, je vais chercher en fait une autre FDS, par exemple, qui va être en fait le Trigonox. Alors, je vais chercher la FDS. Hop. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que pareil, je vais analyser en fait cette FDS. Je vais récupérer les mentions de danger et les pictogrammes ici. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je fais analyser, je regarde, je fais valider. Donc c'est toujours en fait un mélange CMR qui contient en fait 2 substances CMR. Ajouter les produits. Je rajoute ensuite les pictogrammes. Alors, les pictogrammes, alors de mémoire, nous avons le pictogramme inflammable, toxique, danger pour la santé, corrosif et dangereux pour l'environnement. Corrosif, toxique
et inflammable. Voilà. Je passe ensuite à la phase d'ajout des substances. Pareil, analyse de la FDS. Et ensuite, on se met sur l'item de récupération des substances. Là, ici, nous avons une substance, deux substances analysées. On les valide. Ensuite, je prends les autres substances qui sont sur la deuxième page. On en a deux de plus. Je fais analyser. Pardon, je fais analyser. Hop. Je fais ajouter. Ajouter à la composition. Et terminé. Et donc là, on retrouve bien en fait nos 4 substances. Et ce qu'on se rend compte, c'est que lorsqu'on clique en fait sur ces substances, on en avait 2, notamment l'ucumène, qui était en fait reprotoxique. Et par défaut, en fait, C-REACH a bien identifié la catégorie CMR. Automatiquement, on est en 1B. Pareil en fait pour l'autre substance qui était le... Alors, je ne sais plus laquelle qui était, je vais regarder. Dans la FDS, c'était le décumyl pyroxyde qui est étiqueté reprotoxique 1B. Décumyl, donc c'est celui-ci. Et on a également en fait directement la catégorie CMR qui est renseignée. Voilà. Donc là, on a un cas simple où C-REACH a identifié directement les substances CMR. Et donc, on doit en fait, en théorie, les retrouver directement dans l'onglet traçabilité. Et là, qu'est-ce qu'on se rend compte? Eh bien, tout simplement, c'est qu'on n'a pas notre trigonox et on n'a pas encore les substances. Et là, ce qu'il faut bien penser, c'est que lorsqu'on est en niveau 2 de C-REACH, pour pouvoir voir nos produits CMR et voir les substances CMR, il est indispensable de saisir la quantité pour avoir le score HRP. Et ici, on n'a pas saisi la quantité de notre mélange, donc c'est pour ça qu'il n'apparaît pas. Donc, on revient ici sur le trigonox, on applique la consommation, par exemple, par défaut, 50. On fait terminer. Et là, lorsque je reviens dans l'onglet traçabilité, je retrouve bien en fait mon trigonox et je retrouve bien en fait les substances CMR qui composent ce mélange. Voilà, donc en fait, avec cette petite animation, j'ai voulu vous montrer l'ensemble des situations d'erreur que l'on peut faire lors de la saisie dans le logiciel C-REACH. En résumé, hop, je vous ai fait en fait une petite procédure. On retrouve donc avec le niveau 2 de C-REACH, on va avoir accès en fait aux substances par analyse automatique. Ensuite, l'analyse automatique va identifier des substances présentes dans C-REACH et non présentes dans C-REACH. Ensuite, pour les substances non présentes dans C-REACH, il est important en fait de préciser la catégorie CMR qui est à compléter manuellement, mais pour les substances harmonisées CMR 1A, 1B et 2, cette information est déjà renseignée. Et ensuite, la saisie de la catégorie CMR est indispensable pour que ces substances soient présentes dans le menu traçabilité et exploitation des données à partir du niveau 2 de C-REACH. Donc, comme je vous disais, la base substance contient à minima donc, les substances CMR harmonisées, toutes les substances qui ont des VLEP réglementaires et indicatives ou des VLCT, les substances également qui ont des fiches toxico et fiches d'émetteurs, et également aussi une base d'environ 5000 substances qui sont les plus souvent rencontrées. Donc, elle est déjà quand même assez conséquente, mais on peut passer à côté de certaines substances quand même CMR. Ensuite, on va avoir des substances directement reconnues par C-REACH, des substances non reconnues, et à ce moment-là, il est quand même important de s'assurer que la catégorie CMR est bien précisée. Et donc, ce que je disais, voilà, c'est qu'il est important donc, de préciser la quantité pour qu'on puisse avoir le résultat dans l'onglet traçabilité. Et à ce moment-là, on va obtenir ce tableau avec l'ensemble des mélanges CMR, l'ensemble des substances, que la substance soit comprise dans un mélange CMR ou dans un mélange non CMR, et l'ensemble des agents chimiques CMR.
On va pouvoir ensuite obtenir un export. Je vais vous le faire en direct pour voir que c'est assez simple. Donc, on est toujours dans l'onglet traçabilité. On fait un export. Je me mets en fait en test 2, enregistré. À ce moment-là, en fait, on va avoir un fichier Excel qui s'ouvre avec l'ensemble des produits CMR qui ont été identifiés, l'ensemble des substances CMR qui composent en fait le mélange. On n'a uniquement que les substances CMR du mélange, avec le score HRP, donc hiérarchisation du risque santé, incendie et environnement. Et on voit en fait que le tableau Excel peut être complété avec les résultats de l'évaluation du risque via CERICH au niveau inhalation, cutanée et incendie. Mais là, on n'a pas complété ces informations. Donc, ce qui est intéressant à savoir, c'est que le logiciel CERICH, en fait, il y a eu une mise à jour début octobre pour intégrer en fait les données demandées par ce décret. Et donc, il est possible de faire un export aujourd'hui avec l'ensemble des données d'évaluation et de traçabilité en lien avec les substances. Donc, je ferme. Hop, je reviens. Donc, on va retrouver en fait les scores HRP qu'on va pouvoir en fait reporter dans notre tableau. Donc, dans notre liste, on a bien toujours le même produit, accélérateur COP6, les substances que maintenant on a identifiées et le degré d'exposition qu'on peut rajouter. Mais on n'a toujours ni la nature, ni la durée, ni la prévention, mais que l'on peut rajouter manuellement. Et ainsi de suite, en fait, on va compléter avec les produits CMR auxquels le salarié est exposé. Alors, le dernier point sur lequel je vais aller en fait beaucoup plus vite concerne en fait l'identification des mélanges, des procédés et des substances et des résultats de l'EVRC avec Colibrisk, avec CERICH. Le but de ce webinaire n'est pas d'aller jusqu'à l'évaluation en fait avec CERICH, donc je vais juste vous montrer l'export en fait qu'on peut faire une fois qu'on a réalisé en fait la saisie complète dans le logiciel. On retrouve en fait les données score HRP et ensuite on va pouvoir en fait retrouver les scores inhalation pour le risque résiduel cutané et oculaire, risque résiduel incendie. On va avoir en fait la typologie du procédé. Par exemple, nous, dans le cas de la projection de résine pour faire par exemple une coque de bateau ou une coque de piscine, on est sur un procédé dispersif. Si on est dans un grand atelier, souvent on va avoir en fait de la ventilation générale, mais on n'aura pas forcément de bras aspirant ou de dosseret aspirant. Donc on marque présence de ventilation générale et opérateur proche de la source d'émission. Absence de captage localisé, durée d'exposition 1 heure à 4 heures, durée d'exposition pour l'exposition cutanée supérieure à 1 heure. Et après, on peut avoir, concernant le risque cutané, les zones qui sont touchées, corps entier au visage, avec la génération en fait d'éclaboussures. Donc, ces informations en fait ressortent voilà, du résultat de l'évaluation du risque saisi dans CERICH. Et on fait pareil avec l'ensemble des substances. Ce sont ces informations que l'on peut reporter en fait dans la grille. Nature de l'exposition, eh ben, on explique en fait quel est le procédé de travail. Donc, par exemple, ici, on a utilisé un accélérateur pour pouvoir réaliser en fait de la projection simultanée. Ensuite, on peut préciser la durée d'exposition, 1 heure à 4 heures, et également la prévention en place, présence d'une ventilation générale et absence d'un captage localisé. On peut compléter avec les EPI parce que les EPI là n'ont pas été saisis. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur l'application du logiciel CERICH. Alors, si on prend un petit peu de recul, on se rend compte que si vous avez en fait très peu de FDS, eh ben, il n'est peut-être pas forcément nécessaire en fait de rentrer dans cet outil. Vous pouvez simplement le faire à partir d'une lecture de la FDS. Vous regardez si dedans il y a des pictogrammes en fait CMR et vous reportez les informations en fait dans la fiche. Par contre, c'est que si vous n'utilisez pas en fait d'évaluation, vous n'aurez pas en fait la traçabilité de l'ensemble en fait de vos substances et mélanges, et vous n'aurez pas non plus la traçabilité de l'ensemble de vos moyens de prévention, parce que le logiciel CERICH est quand même un logiciel d'évaluation du risque chimique qui est demandé, qui est une obligation réglementaire.
Donc, l'intérêt en fait de démarrer, de réaliser en fait cette liste à partir en fait d'un logiciel d'évaluation, c'est de vous mettre le pied à l'étrier pour démarrer votre démarrage d'évaluation du risque. Voilà un petit peu comment on peut le voir. Alors, une fois qu'on a identifié ces salariés exposés au CMR, il va falloir les déclarer sur le portail adhérent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette déclaration des salariés, c'est une obligation en fait de l'employeur qui doit déclarer les postes de travail présentant des risques particuliers pour bénéficier d'un suivi individuel renforcé pour ses salariés. Donc, c'est bien la déclaration faite par l'employeur qui va permettre aux salariés d'avoir un suivi CIR. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette déclaration doit être faite absolument en cohérence avec l'évaluation des risques professionnels. Et donc, cette déclaration doit être mise à jour annuellement, comme l'évaluation des risques professionnels et comme également en fait, la liste des salariés exposés au CMR. Alors, qu'est-ce qu'un poste à risque particulier? Ce sont les postes qui vont exposer les travailleurs à l'amiante, au plomb, aux agents CMR 1A, 1B. Donc là, j'attire votre attention, on parle d'agents, donc c'est-à-dire aussi bien les mélanges ou les substances. Donc tout dépend en fait toujours du résultat de votre évaluation des risques chimiques. Si vous avez en fait un mélange CMR, donc là, il n'y aura pas de difficulté à faire la déclaration, mais si vous avez des substances CMR dans un mélange non CMR, si vous êtes sur un procédé émissif, si vous êtes sur des quantités importantes, on peut également en fait déclarer un salarié en poste CIR. Alors, il faut quand même savoir que il n'y aura pas forcément d'examen complémentaire pour l'ensemble en fait, des substances CMR auxquelles sont exposés les salariés. Les principaux examens complémentaires qui peuvent être mis en place, on va les retrouver en fait principalement pour les procédés cancérogènes, que ce soit pour l'amiante, pour les poussières de bois, pour la silice, pour les HAP. Pour cela, il existe en fait des examens complémentaires. Pour les autres substances, à ce jour, en tout cas, il n'y a pas de prescription de radiographie ou de scanner thoracique que les médecins en fait vont prescrire pour toutes les substances qui seront identifiées. Donc, dans les postes à risque particulier, on va retrouver également aussi les agents biologiques, les rayonnements ionisants, les risques hyperbas, risques de chute, autorisation de conduite, habilitation électrique, jeunes de moins de 18 ans, et ensuite une liste complémentaire après avis du médecin du travail. Alors, donc ce que je disais, ce qui est important, c'est que le chargé de prévention, qui lui a connaissance des risques de l'entreprise, travaille en lien avec le service administratif, qui, elle, en fait, a connaissance des salariés qui sont affectés au poste, de manière, en fait, à faire cette déclaration logique entre poste et salarié. Ce qui est également aussi important à savoir, c'est qu'à partir du moment où un employeur déclare ses salariés en CIR, cela montre en fait une prise de conscience de l'employeur. Ça veut dire qu'il officialise comme quoi l'employeur expose ses salariés à des risques particuliers, donc plus dangereux, et donc il est attendu forcément la mise en œuvre d'un plan d'action renforcé sur ces postes-là. Donc, ce n'est pas parce qu'en fait, un employeur va déclarer tous ses salariés en CIR pour bénéficier en fait, d'un suivi médical tous les 2 ans au lieu de tous les 5 ans qu'il peut se dédouaner de sa responsabilité en termes de prévention. C'est pour ça qu'il est important en fait, de le faire en lien avec votre évaluation des risques professionnels et que derrière, il y a aussi la volonté de mettre en place un plan d'action particulier. Parce que nous, en tant que service de santé au travail, on aura accès en fait à ces salariés et donc on va assurer, voilà, via les techniciens, via les infirmières, on va assurer un suivi rapproché de ces postes de manière à s'assurer que la prévention en fait sera bien mise en place. Donc, pour rappel, le suivi individuel renforcé est assuré en fait par un collaborateur de médecin ou un médecin
Au cours de cette visite, un avis médical d'aptitude sera donné et cela permet en fait un renouvellement en fait, de la visite tous les 2 ans avec la visite du médecin tous les 4 ans. Alors concrètement, comment cela se met en place au niveau du portail? Alors, je vais vous montrer sur le portail adhérent comment ça se met en place. Lorsque vous allez sur le site internet du Restev, lorsque vous allez donc rentrer votre mot de passe, vous allez avoir accès directement à cet item-là. Vous allez en fait aller sur l'item du salarié. Vous allez pouvoir en fait rajouter par exemple un nouveau salarié. Alors, ça ne marche pas. Attendez. Bon. Ah, ça y est. Donc, vous allez arriver à cet encart où on va préciser le nom, prénom, date de naissance, donc l'ensemble des informations en fait, administratives. Et tout en bas, vous allez avoir, en fait, je vais zoomer un petit peu, voilà, vous allez avoir la déclaration par l'employeur pour les CIR, pour les SIA et pour les SI. Et pour les CIR, nous avons regroupé en fait l'ensemble en fait des risques par typologie. Risque biologique, risque chimique, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Risque chute de hauteur, risque électrique, risque hyperbare, risque manutention mécanique, risque ionisant. Et concernant en fait le risque chimique, on va avoir un premier item en fait qui concerne les agents CMR issus tout simplement, ce sont en fait des produits chimiques qui ont des FDS, avec selon la classification CLP. Et puis, dans un autre, et en dessous, on va avoir l'ensemble des procédés cancérogènes, que ce soit échappement de moteur diesel, fibre d'amiante, fumée de soudage, huile minérale, plomb, poussière de bois et silice. Et ensuite, vous faites bien en fait sauvegarder de manière en fait à cliquer sur le bon risque auquel est exposé votre salarié. Donc, je vous ai refait une petite déclaration, espace adhérent, voilà. On retrouve ensuite les différents CIR, SIA, SI. Et là, la typologie directement pour les agents chimiques émis et pour les agents chimiques pour les produits chimiques. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire en fait concernant ce webinaire sur la traçabilité des CMR et sur le remplissage du portail adhérent. Je vous ai en fait listé les supports sur lesquels je me suis appuyé pour pouvoir en fait monter ce webinaire, notamment en fait la note en fait de la DGT qui est assez récente, dont la dernière version date de fin septembre. Vous pouvez également en fait nous suivre sur LinkedIn pour continuer à avoir nos informations en fait sur les webinaires que l'on met en place tout au long en fait de l'année. Donc vous aurez l'information via en fait le LinkedIn et on communique également par newsletter, donc par courrier qu'on envoie aux adhérents. Et pour ma part, voilà, j'ai terminé ce webinaire. Alors j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions qui ont défilé. Alors je vois qu'il est midi. Soit il y a des questions. Alors, je vais regarder rapidement s'il y a des questions qui sont peut-être un peu plus longues. Alors, je vais regarder s'il y a une question auquel je peux répondre. Pour répondre au décret du 4 avril, hop, attendez, je vais prendre l'ordinateur. Alors, pour répondre au décret du 4 avril 2024, doit-on uniquement lister les CMR harmonisés? Donc, pour répondre, en fait, la réponse, on doit lister l'ensemble en fait des mélanges CMR, parce que dans des mélanges et des substances en fait.
sous réserve que l'évaluation des risques expose comme quoi vous êtes bien exposé à ces substances. La notion d'harmonisé ou non harmonisé en fait ne rentre pas. Hein, ça reste en fait une substance CMR et il faut quand même la tracer si le procédé est émissif, si la durée d'exposition est importante, si voilà. Donc en fonction du résultat de l'évaluation des risques. Une question, j'ai remarqué que certaines substances ne mentionnent pas de CMR dans les FDS fournisseurs, alors que lorsque l'on compare avec la liste CLP, notamment pour les huiles moteurs hydrauliques, pour les dérivés du pétrole, est-ce normal que les fournisseurs n'harmonisent pas les mentions de danger avec le CLP? Alors, il y a des situations où les agents chimiques, où les substances ne sont pas harmonisées, on n'a que la classification en fait du fournisseur. Et je sais que souvent pour les coupes pétrolières, parfois il y a la proportion également en fait là, c'est pas possible pour les dérivés du pétrole. Pour les dérivés du pétrole, en fait, souvent la note P s'applique, c'est-à-dire que tous les solvants naphtha que vous avez en fait dans vos cols, peintures, diluants, qui contiennent en fait des solvants naphtha, par défaut, l'employeur applique la note P, c'est-à-dire en fait comme quoi la substance n'est pas cancérogène. Et bien souvent, cette information n'est pas présente, ce qui fait que le mélange ne ressort pas CMR. Dans tous les cas, en fait, pour les questions en fait plus techniques, parce que là, en fait, je vois qu'il est midi 4, on a bien noté en fait l'ensemble de vos questions. On va revenir en fait vers vous rapidement. Pour toute question en fait, j'ai noté en fait 2 adresses mail. L'adresse en fait d'Isabelle Huchet qui est responsable du pôle technique, parce que ce sera les techniciens en fait qui vont revenir vers vous. Et ensuite, moi, j'ai mis quand même une adresse mail pour des questions en fait plus techniques. Je reste en soutien en fait des techniciens, mais en tout cas, on va répondre à l'ensemble de vos questions. Et à la fin en fait du webinaire, on va également en fait vous proposer de participer à un atelier pratique de manipulation de l'outil Serich, parce que là je l'ai fait très rapidement en fait en 1 heure. Si vous ne sentez pas en capacité en fait de manipuler en fait cet outil, s'il y a suffisamment en fait de demandes, on pourra en fait mettre en place un atelier pratique et tous se revoir ensemble pour être sûr qu'il n'y ait pas en fait d'impair. Voilà. Donc, merci à tous pour votre participation et puis je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Voilà. Merci. Au revoir.